L'insulte brûla plus que le soleil de midi. Elle disparut, emportant la douleur dans sa poitrine. Quelques jours plus tard, elle revint avec un secret. Et le millionnaire n'en crut pas ses yeux. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Louise Martin fixait le miroir des élégantes toilettes pour dames du Palais Royal sans vraiment se voir. Les larmes brouillaient sa vision, tandis qu'elle tentait en vain de contenir le tremblement de ses mains en retouchant son maquillage défait. L'écho des paroles d'Édouard résonnait encore dans son esprit comme des éclats de verre perforant ce qui restait de sa dignité. « Tu n'es rien d'autre qu'une fille des rues, Louise. Tu ne seras jamais assez bien pour quelqu'un comme moi. » Ces mots avaient été crachés avec haine au milieu du salon principal pendant la soirée de lancement de la nouvelle collection de bijoux de Diamantine, l'une des entreprises les plus prestigieuses de Paris. La voix d'Édouard, amplifiée par le silence soudain qui s'était installé parmi les invités, semblait encore flotter dans l'air climatisé des toilettes luxueuses où elle s'était réfugiée. Louise, une talentueuse styliste parisienne de 32 ans, avait consacré 3 ans de sa vie à cette relation. Édouard Valéry, héritier de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, semblait être tout ce qu'elle pouvait désirer. Charmant, accompli, avec accès aux cercles sociaux qui pourraient les propulser sa carrière dans la mode. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un homme contrôlant et mesquin, dont l'ego fragile ne supportait pas les succès professionnels grandissants de sa petite amie. Ce soir-là, il avait suffi que l'influent rédacteur de Vogue France complimente la robe que Louise portait, une création personnelle, pour qu'Édouard explose dans un accès de fureur et de jalousie. L'humiliation publique fut la conclusion brutale d'une relation déjà détériorée par de petites cruautés quotidiennes. « Avez-vous besoin d'aide » Une voix douce interrompit ses pensées. Dans le miroir, Louise vit le reflet de Béatrice Saunier, une jeune journaliste qu'elle avait interviewée quelques semaines auparavant, pour un article sur les nouveaux talents de la mode parisienne. « Je vais bien », mentit-elle, essayant de forcer un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ce type est un idiot », affirma Béatrice avec fermeté, lui offrant un mouchoir en papier. Tout le monde dans la salle commente à quel point il s'est comporté comme un goujat. Les paroles de solidarité ne firent qu'amplifier la honte que ressentait Louise. L'idée que des dizaines de personnes, dont beaucoup étaient des faiseurs d'opinion dans l'univers de la mode, aient assisté à son humiliation provoqua une nouvelle vague de nausées. « Je vais appeler un taxi pour vous », proposa Béatrice, remarquant la pâleur sur le visage de la styliste. Personne ne mérite de subir cela, surtout en public. 20 minutes plus tard, Louise s'effondrait sur le canapé de son petit appartement à Saint-Germain-des-Prés. L'espace, décoré d'un mélange éclectique de pièces vintage et de tissus colorés, était normalement son refuge, son havre de paix. Mais cette nuit-là, même les murs familiers ne parvenaient pas à contenir la sensation d'effondrement qui s'emparait de son être. Le téléphone ne cessait de vibrer avec des messages d'amis inquiets et des notifications des réseaux sociaux. Louise savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'un des présents ne partage la vidéo de l'incident. À l'ère numérique, des humiliations comme celle-ci restaient rarement confinées à l'endroit où elles s'étaient produites. D'une main tremblante, elle mit son téléphone en silencieux et se blottit sous une couverture en tricot que sa grand-mère avait faite. Les larmes, qu'elle avait tenté de retenir dans les toilettes de l'hôtel, coulaient maintenant librement, mouillant le tissu doux. « Fil des rues ». Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un mantra cruel, minant sa confiance en elle durement construite au fil des années. Ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement l'humiliation publique, mais de réaliser que, pendant tout ce temps, l'homme qui disait l'aimer la méprisait en réalité. Louise avait grandi dans la banlieue de Paris, fille d'une couturière et d'un chauffeur de bus. Chaque réussite dans sa vie, la bourse à l'école de design, le stage à la Fashion Week de Paris, l'ouverture de son petit atelier à Saint-Germain, avait été le fruit de détermination et de travail acharné. Quand elle avait rencontré Édouard lors d'un événement de mode, il avait semblé sincèrement impressionné par son talent et son histoire de réussite. Maintenant, elle réalisait que ce qu'il appelait de l'admiration était en réalité une façon de s'approprier son récit de réussite
pour magnifier sa propre image d'homme bienveillant, capable d'élever une femme d'origine modeste à son cercle social privilégié. Le lendemain matin, Louise se réveilla encore vêtue de sa tenue de soirée, les yeux gonflés et la gorge sèche. La première chose qu'elle vit en vérifiant son téléphone fut la notification d'un portail de potin avec le titre « L'héritier d'une société de construction humilie sa petite amie styliste lors d'un événement branché ». La vidéo, filmée par un invité, avait déjà été partagée des milliers de fois. Dans les commentaires, un mélange d'indignation contre Édouard et de messages de soutien pour elle. Mais il y avait aussi ceux qui s'interrogeaient. Que voulait-il dire par fille des rues? L'aurait-elle trompée? Louise sentit son estomac se nouer. Sa vie professionnelle et personnelle, construite avec tant d'efforts, était maintenant exposée et entachée par une humiliation publique. Le téléphone sonna. C'était Camille, sa mère. « Ma fille, je viens de voir les nouvelles. Je viens tout de suite. »« Ce n'est pas nécessaire, maman. »« Je vais bien, » mentit-elle à nouveau, sa voix tremblante trahissant son état. « Ne discute pas, Louise. J'arrive dans 1 heure. » Elle n'avait pas la force d'argumenter. Elle raccrocha et se traîna jusqu'à la salle de bain, où l'image dans le miroir semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Une femme abattue, aux yeux vides d'une dignité qui avait été arrachée publiquement. Dans la cuisine, alors qu'elle tentait de préparer un café pour éclaircir ses pensées, Louise fut surprise par la sonnette. C'était trop tôt pour que ce soit sa mère. Hésitante, elle regarda par le judas et vit Renée, son assistante et amie de l'atelier. « Je suis venue voir comment tu allais » dit la jeune femme dès que la porte s'ouvrit, portant un sac de pain frais et de fruits. « Et aussi pour te dire que j'ai annulé tes rendez-vous de cette semaine. Tu as besoin de temps. » Louise ressentit une vague de gratitude envers son amie, mais aussi un poids sur la poitrine. Sa petite entreprise, encore en phase de croissance, ne pouvait pas se permettre des annulations, surtout maintenant qu'elle devrait affronter le monde professionnel avec l'ombre de cette humiliation. « Les clients comprendront », continua Renée comme si elle lisait dans ses pensées. « En fait, nous avons reçu 3 nouvelles demandes de consultation ce matin. Il semble que toute publicité n'est pas mauvaise. » Louise esquissa presque un sourire, mais le soulagement momentané fut interrompu par une nouvelle notification sur son téléphone. C'était un message d'Édouard. « Nous devons parler. J'ai dépassé les limites hier soir. Pardonne-moi. » Elle fixa les mots sur l'écran, ressentant un mélange confus de colère, de chagrin et, pire encore, une pointe d'espoir qui la dégoûta d'elle-même. Comment pouvait-elle encore ressentir autre chose que du mépris pour cet homme? « Ne réponds pas, » conseilla Renée qui observait par-dessus son épaule. « Les hommes comme lui ne changent pas. Ils croient qu'une demande d'excuses efface n'importe quelle atrocité. » Louise acquiesça, bloquant le numéro d'Édouard. Pendant que Renée préparait le petit déjeuner, elle s'accorda un moment d'introspection. Les mots cruels avaient déchiré plus que sa réputation. Ils avaient exposé des insécurités profondément enracinées sur sa valeur et sa place dans le monde. Serait-il possible de se reconstruire après avoir eu sa dignité aussi publiquement bafouée? Comment affronterait-elle les regards de pitié, les commentaires malveillants, les questions indiscrètes? À ce moment-là, l'idée de reprendre sa routine, d'affronter le monde extérieur, semblait aussi impossible que d'escalader la tour Eiffel à main nue. 2 semaines s'écoulèrent depuis l'incident au Palais Royal, mais pour Louise, le temps semblait s'être figé. Les murs de son appartement, autrefois accueillant, ressemblaient maintenant à une prison volontaire. Elle avait annulé des réunions, refusé des invitations, et pratiquement s'était isolée du monde extérieur, n'émergeant que pour les besoins les plus élémentaires. Camille, sa mère, était restée avec elle pendant quelques jours, cuisinant ses plats préférés de l'enfance et essayant de remplir l'appartement de conversations triviales qui pourraient distraire sa fille. Mais même l'affection maternelle ne parvenait pas à combler le vide que l'humiliation avait creusé dans l'âme de Louise. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours », dit Camille le matin où elle repartit enfin chez elle. « Ce gamin ne mérite pas ce pouvoir sur toi. » Louise se contenta d'acquiescer, promettant qu'elle reprendrait sa vie bientôt. Mais dès que la porte se referma derrière sa mère, elle s'enroula à nouveau dans le canapé, fixant le plafond tandis que les heures s'étiraient. Les réseaux sociaux, autrefois partie essentielle de son travail de styliste, étaient désormais des territoires hostiles qu'elle évitait. Renée maintenait l'atelier en fonctionnement et filtrait les messages importants, ne transmettant que ce qui était absolument nécessaire. Parmi les notifications ignorées,
Des dizaines de demandes d'interviews de portails et de magazines, certains sincèrement préoccupés par son bien-être, d'autres simplement avides d'exploiter le drame pour générer des clics. Le 15e jour de son auto-exil, la sonnette retentit. Louise l'ignora comme elle l'avait fait à plusieurs reprises ces dernières semaines. Mais l'insistance du visiteur était perturbante. 3, 4, 5 sonneries consécutives. Irritée, elle alla finalement jusqu'à la porte et regarda par le judas. De l'autre côté se tenait Thérèse Moreau, l'ancienne associée d'Édouard dans l'entreprise d'événements, avec qui Louise avait entretenu une relation cordiale mais distante. « Je sais que tu es là, Louise. » La voix de Thérèse résonna fermement à travers la porte, « et je ne partirai pas avant que nous ayons parlé. » Résignée, Louise ouvrit la porte. Thérèse, une femme de 40 ans, à la posture impeccable et au regard déterminé, entra sans attendre d'invitation. « Tu as l'air horrible, » constata-t-elle, observant les cheveux en désordre et les cernes profondes de Louise. Mais, compte tenu des circonstances, tu t'en sors plutôt bien. La franchise déconcertante de Thérèse avait toujours été son trait le plus marquant. C'est cette même honnêteté brutale qui avait causé la rupture de son association avec Édouard 2 ans auparavant. Elle avait refusé de fermer les yeux sur les pratiques douteuses de son ex-associé. « Que veux-tu, Thérèse ?» demanda Louise, la voix rauque par manque d'usage ces derniers jours. « Je veux que tu arrêtes de te cacher et que tu recommences à vivre, » répondit-elle, posant sur la table un dossier de documents. « Et je veux aussi te proposer une opportunité. » Thérèse expliqua qu'elle organisait un grand défilé de bienfaisance pour l'Institut de soutien aux femmes, une ONG qui offrait un soutien psychologique et juridique aux femmes victimes de violences domestiques et d'abus émotionnels. Elle voulait que Louise soit l'une des stylistes participantes. « Tu plaisantes ?» Louise secoua la tête, incrédule. « Personne ne voudra voir mes créations après ce qui s'est passé. Je suis un mème ambulant maintenant. »« Au contraire, » répondit Thérèse, ouvrant sa tablette et montrant une série de commentaires sur les réseaux sociaux. « Tu es devenu un symbole de résistance. » Des femmes partagent leurs propres histoires d'humiliation sous le hashtag « Je ne suis pas rien ». Louise observa, stupéfaite, la quantité de messages de soutien qu'elle avait reçus sans le savoir. Des femmes de tout le pays racontaient des expériences similaires de dévalorisation et d'humiliation publique par des partenaires abusifs. « Ton silence est interprété comme de la honte », poursuivit Thérèse. « Et la honte est exactement ce que des agresseurs comme Édouard attendent que leurs victimes ressentent. Il est temps de renverser la situation. » Les paroles de Thérèse, dures mais vraies, pénétrèrent la bulle d'apitoiement dans laquelle Louise s'était enfermée. Pourtant, l'idée de s'exposer à nouveau, d'affronter les regards et les commentaires, semblait terrifiante. « L'événement aura lieu à l'hôtel de Soubise dans 2 mois, » continua Thérèse, laissant les détails sur la table. « Réfléchis-y, tu as 1 semaine pour me donner une réponse. » Après le départ de Thérèse, Louise resta immobile pendant de longues minutes, fixant le dossier sur la table comme s'il contenait une sorte de menace. Finalement, dans un geste presque mécanique, elle prit son téléphone et appela René. « J'ai besoin que tu viennes ici, et apporte mon carnet de croquis. » Dans les heures qui suivirent, pour la première fois depuis des semaines, Louise se permit de plonger dans le processus créatif qui avait toujours été son refuge. Tandis qu'elle dessinait des silhouettes et notait des idées de tissu, elle sentait quelque chose s'éveiller en elle. Pas exactement de la confiance, peut-être, mais un aperçu de but. Le lendemain matin, après une nuit de travail intense, Louise prit une décision. Elle envoya un message à Thérèse, acceptant l'invitation au défilé de bienfaisance, puis fit quelque chose qu'elle avait évité pendant des semaines. Elle ouvrit ses réseaux sociaux. Le déluge de notifications était écrasant, mais parmi les messages de soutien et de curiosité morbide, un commentaire en particulier attira son attention. Il provenait d'un profil nommé G. Martin. La véritable essence n'est jamais diminuée par des mots vides. Continue à briller. Il y avait quelque chose dans la simplicité de ce message qui toucha Louise d'une manière différente. Ce n'était pas un commentaire sur le scandale, ni des mots de pitié. C'était une reconnaissance de sa force intrinsèque, quelque chose qu'elle-même avait oublié posséder. Curieuse, elle cliqua sur le profil. Gabriel Martin, 40 ans, entrepreneur dans le secteur technologique, peu de publications, la plupart sur l'innovation sociale et le développement durable. Pas de photos ostentatoires, pas d'exhibitionnisme, juste un homme à l'expression sereine et au regard profond sur une photo discrète de profil. Dans une impulsion qu'elle-même ne comprit pas complètement,
Louise répondit aux commentaires par un simple « Merci pour la lumière » au milieu des ombres. Cet après-midi-là, elle sortit enfin de chez elle pour se rendre à l'atelier. Son cœur battait rapidement, tandis qu'elle marchait dans les rues de Saint-Germain, anticipant des regards de reconnaissance et des chuchotements. À sa surprise, le monde suivait son cours normal. Des personnes pressées, des touristes émerveillés, des vendeurs ambulants. Son humiliation, qui semblait avoir défini son existence ces dernières semaines, n'était qu'un événement parmi des milliers dans la ville effervescente. À l'atelier, René ne put cacher sa surprise et son soulagement en la voyant. La petite équipe, 2 couturières et un assistant, l'accueillit avec des sourires prudents, évitant de mentionner l'incident, mais témoignant d'un soutien silencieux. « Nous avons beaucoup de travail devant nous », annonça Louise, la voix plus ferme qu'elle ne l'imaginait possible. « Nous allons créer une collection pour le défilé de l'Institut de soutien aux femmes. » Tandis qu'elle expliquait le concept qu'elle avait développé durant la nuit, une ligne représentant la transmutation de la douleur en force, Louise sentit une notification sur son téléphone. C'était un message direct de Gabriel Martin. « Les ombres nous apprennent à valoriser la lumière. J'espère que vous retrouverez votre chemin vers l'éclat qui n'appartient qu'à vous. » Quelque chose dans ce message, dans la coïncidence du timing, fit naître un petit sourire sur les lèvres de Louise. Le premier sincère depuis des semaines. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un chemin de retour vers la surface, hors des ombres où elle s'était réfugiée. Ce que Louise ne savait pas, alors qu'elle répondait au message avec un remerciement cordial, c'était que ce simple échange marquerait le début d'un voyage qui transformerait non seulement sa perception d'elle-même, mais tout le cours de sa vie. Les échanges de messages entre Louise et Gabriel devinrent plus fréquents dans les semaines qui suivirent. Ce qui avait commencé comme de brèves interactions cordiales évolua vers des conversations profondes sur l'art, la résilience et le sens de la vie. Il y avait quelque chose dans la façon dont Gabriel communiquait, direct mais gentil, intelligent, sans être prétentieux, qui agissait comme un baume sur l'âme encore blessée de Louise. « Tu ne m'as jamais interrogé sur l'incident », écrivit-elle un soir, se surprenant elle-même par la mention directe du sujet qu'elle avait évité avec tous ceux qui l'entouraient. « Je crois que nous sommes plus que nos pires moments », vint la réponse de Gabriel. « Quand tu voudras en parler, je serai là. En attendant, je préfère connaître la Louise qui existe au-delà de cette vidéo. » C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, un rappel que son identité n'avait pas été complètement engloutie par l'humiliation publique, qu'il y avait encore des parties intactes de son être qui méritaient d'être reconnues et valorisées. L'atelier s'était transformé en un tourbillon créatif ces derniers jours. La collection pour le défilé de bienfaisance prenait forme, chaque pièce portant des symbolismes subtils de renaissance et de transmutation. Louise avait choisi de travailler avec de la soie française, dans un dégradé allant du noir profond au blanc lumineux, en passant par des tons de gris et des touches stratégiques de doré, représentant la lumière qui émerge même dans les situations les plus sombres. Un mardi pluvieux, alors qu'elle supervisait les ajustements sur l'une des robes, Louise reçut un message différent de Gabriel. « Je suis à Paris pour le travail aujourd'hui. Café au Café de Flore à 17h ?» L'invitation simple provoqua une vague d'anxiété chez Louise. Une chose était de maintenir une amitié virtuelle, protégée par la distance et l'écran. Une autre, complètement différente, était de se rencontrer en personne, de s'exposer au regard direct de quelqu'un qui, aussi gentil qu'il semblait dans ses messages, restait essentiellement un étranger. « Vas-y », insista René, quand Louise lui fit part de son hésitation. « Tu as passé des semaines à discuter avec cet homme. Il est temps de franchir la prochaine étape. Ce n'est pas un rendez-vous romantique, » s'empressa de préciser Louise, sentant son visage s'échauffer. « Nous sommes juste amis. »« Bien sûr, » sourit René, incrédule. « C'est pour ça que tu rougis comme une adolescente. » Après beaucoup de débats internes, Louise finit par répondre en acceptant l'invitation. À 16h45, elle se tenait devant le miroir de l'atelier, remettant en question chaque élément de son apparence. La robe bleu marine était-elle élégante, sans avoir l'air de trop en faire? Les cheveux détachés convenaient-ils, ou devrait-elle les attacher? Le maquillage discret était-il suffisant? « Tu es magnifique », affirma René, ajustant le col de la robe. « Maintenant, vas-y, avant de trouver d'autres excuses pour reporter. » Le Café de Flore, un établissement charmant à Saint-Germain connu pour son ambiance accueillante et sa clientèle intellectuelle, n'était qu'à 15 minutes à pied de l'atelier.
Pendant tout le trajet, Louise sentit son estomac se nouer avec un mélange d'attente et de crainte. Et si Gabriel était complètement différent en personne? Et si quelqu'un la reconnaissait de la vidéo et créait une scène embarrassante? En entrant dans le café, ses yeux parcoururent l'environnement jusqu'à trouver un homme assis seul à une table au fond. Même à distance, elle reconnut immédiatement Gabriel par la posture sereine qu'elle avait remarquée sur ses photos. Grand, avec des épaules larges, des cheveux grisonnants aux tempes et un sourire contenu, il se leva en l'apercevant. « Louise » salua-t-il d'une voix grave et mélodieuse qui correspondait parfaitement à son apparence. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » La poignée de main ferme, le regard direct mais respectueux, l'absence de toute mention de l'incident, tout contribua à ce que la tension initiale de Louise commence lentement à se dissiper. La conversation coula avec une étonnante facilité. Gabriel parla de son entreprise technologique axée sur des solutions durables, de son enfance en Normandie avant de déménager à Paris et de sa passion pour la littérature française contemporaine. Louise, à son tour, partagea des histoires de son enfance dans la banlieue parisienne, de comment sa mère couturière avait inspiré sa passion pour la mode et des défis de maintenir un atelier indépendant dans un marché dominé par les grandes marques. « Votre parcours est impressionnant », commenta Gabriel, tandis qu'il savourait un gâteau à l'orange avec un coulis de fruits de la passion. « La façon dont vous avez transformé les limitations en carburant pour créer, c'est rare. » Il y avait quelque chose dans la manière dont il l'observait, avec un intérêt et une admiration sincères, qui faisait que Louise se sentait véritablement vue pour la première fois depuis longtemps. Non pas comme la styliste humiliée de la vidéo, non pas comme l'ex-petite amie d'Édouard Valéry, mais simplement comme Louise Martin, une femme complexe et talentueuse. Lorsque la pluie fine qui tombait dehors se transforma en un véritable orage, Gabriel suggéra qu'ils commandent un autre café et attendent que le temps s'améliore. Les heures passèrent inaperçues, tandis qu'ils discutaient de tout, de la politique culturelle à leur série préférée sur Netflix. « Alors, vous allez vraiment participer au défilé à l'hôtel de Soubise ?» demanda Gabriel, lorsque la conversation revint inévitablement sur le travail de Louise. « Comment savez-vous cela ?» questionna-t-elle, surprise. « Thérèse Moreau est ma cousine, » révéla-t-il avec un petit sourire. « En fait, c'est elle qui m'a montré votre travail pour la première fois, il y a quelques mois. J'étais déjà un admirateur avant même. Eh bien, avant l'incident. » Cette révélation provoqua une sensation confuse chez Louise, un mélange de méfiance et de curiosité. Tout avait-il été planifié? Thérèse envoyant son cousin pour sauver la styliste humiliée? Gabriel sembla lire dans ses pensées. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » assura-t-il. « Thérèse ne sait pas que nous sommes en contact. Quand j'ai vu ce qui vous est arrivé lors de cet événement, je me suis souvenu de son enthousiasme en parlant de votre talent et j'ai senti que je devais tendre une main. Sans arrière-pensée, juste de la solidarité humaine. » La sincérité dans son regard dissipa les soupçons initiaux de Louise. Néanmoins, elle ne put s'empêcher de faire un commentaire défensif. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, vous savez. Je ne suis pas un cas de charité. Je n'ai jamais pensé à vous de cette façon, » répondit Gabriel calmement. « Je crois aux connexions authentiques entre personnes qui reconnaissent la valeur les unes des autres. Je ne suis pas ici par pitié, Louise. Je suis ici parce que, dans nos conversations des dernières semaines, j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinairement résilient et créatif, quelqu'un avec qui j'aime converser. » Le rouge revint aux joues de Louise, et elle se retrouva sans mots face à l'honnêteté désarmante de Gabriel. Dehors, l'orage commençait à s'apaiser, tout comme les défenses qu'elle avait érigées autour de son cœur. Quand ils quittèrent finalement le café, il faisait déjà nuit. Gabriel insista pour l'accompagner jusqu'à chez elle, et ils marchèrent côte à côte dans les rues mouillées de Saint-Germain, partageant un parapluie qui les protégeait à peine de la bruine persistante. « J'aimerais voir votre atelier un jour », commenta Gabriel, alors qu'ils approchèrent de l'immeuble de Louise. « Si ce n'est pas un dérangement, bien sûr. J'adorerais vous le montrer, » répondit-elle, se surprenant elle-même par la rapidité de sa réponse positive. « Peut-être la prochaine fois que vous viendrez à Paris ? Je serai de retour la semaine prochaine pour une réunion avec des investisseurs, » mentionna-t-il, s'arrêtant devant son immeuble. « Puis-je vous appeler ?» Louise acquiesça, sentant un frisson dans son ventre qui n'avait rien à voir avec la température nocturne. Il y eut un moment d'hésitation, cet instant universel d'incertitude sur la façon de se dire au revoir après une première rencontre réussie.
Gabriel résolut le dilemme avec un baiser doux sur la joue de Louise, un geste respectueux qui, néanmoins, envoya des ondes d'électricité à travers sa peau. « C'était un après-midi merveilleux », dit-il simplement. « En effet », acquiesça-t-elle, retrouvant sa voix malgré son cœur accéléré. Tandis qu'elle observait Gabriel s'éloigner dans la rue, illuminé par les lampadaires récemment allumés, Louise sentit quelque chose s'éveiller en elle, une sensation presque oubliée de possibilité, comme si une porte qu'elle croyait définitivement fermée s'ouvrait lentement. En entrant dans son appartement, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas oppressée par le silence ou hantée par l'écho des paroles cruelles d'Édouard. Au lieu de cela, son esprit était rempli de la voix grave et gentille de Gabriel, des histoires partagées, de la chaleur de ce simple baiser sur la joue. Sans pouvoir contenir son impulsion, elle prit son téléphone et envoya un message. « Merci pour aujourd'hui, c'était plus que ce que j'espérais. » La réponse vint presque instantanément. « Pour moi aussi. J'ai hâte de vous revoir. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Louise dormit sans cauchemar, bercée par la sensation réconfortante que, peut-être, juste peut-être, il y avait un avenir au-delà de l'ombre de l'humiliation. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme complètement différent pour Louise. L'atelier pulsait d'une énergie renouvelée, tandis que la collection pour le défilé de bienfaisance prenait forme, chaque pièce reflétant non seulement sa vision esthétique, mais aussi un récit personnel de transformation. Parallèlement, sa relation avec Gabriel évoluait avec un naturel qui la surprenait. Gabriel revint à Paris comme promis, et la visite à l'atelier se transforma en un dîner aux chandelles, dans un restaurant discret à Montmartre. À partir de là, ses voyages entre Lyon et Paris devinrent plus fréquents, et chaque rencontre approfondissait la connexion entre eux. « Je n'aurais jamais pensé me sentir ainsi à nouveau », confia Louise un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine après un dîner. « Après ce qui s'est passé, je croyais qu'il me faudrait des années avant de faire confiance à quelqu'un. » Gabriel serra doucement sa main. « Certaines personnes construisent des murs pour protéger leurs blessures, d'autres construisent des ponts pour les surmonter. Vous êtes du deuxième type, Louise. C'est ce que j'admire le plus chez vous. » La façon dont il parlait, trouvant toujours de la beauté dans ses vulnérabilités sans les romancer, créait un espace sûr où Louise se permettait d'être authentique. Il n'y avait pas de pression pour être parfaite, pour cacher les cicatrices émotionnelles ou prétendre que le passé n'existait pas. Par un dimanche ensoleillé, alors qu'il se promenait au jardin du Luxembourg, Gabriel révéla enfin davantage sur sa vie personnelle. « J'ai été marié pendant 5 ans, raconta-t-il, tandis qu'ils observaient les magnifiques parterres de fleurs. Marie était biologiste marine, brillante et passionnée. Nous avons perdu contact quand elle a accepté un projet de recherche en Australie. Notre mariage n'a pas résisté à la distance. « Vous vous parlez encore ?» demanda Louise, essayant d'ignorer la pointe de jalousie qu'elle ressentit. « Occasionnellement. Elle s'est remariée, a 2 enfants. Nous sommes à des endroits différents maintenant, mais je garde de l'affection pour tout ce que nous avons vécu. » La maturité émotionnelle avec laquelle Gabriel parlait de son passé amoureux contrastait fortement avec l'amertume et le ressentiment qu'Édouard montrait envers ses ex-petites amies, les décrivant toujours comme folles ou intéressées. « Et qu'en est-il de vos affaires ?» demanda Louise, sincèrement intéressée par sa vie professionnelle. « Vous en parlez si peu. » Gabriel sourit, un peu timide. « J'ai une entreprise technologique axée sur des solutions durables pour la gestion des ressources hydriques. Nous avons commencé petit, mais nous avons considérablement grandi ces dernières années. » Ce que Gabriel ne mentionna pas et que Louise découvrirait plus tard par une recherche occasionnelle sur Internet, c'est que grandir considérablement signifiait être devenue l'une des plus grandes entreprises de technologie environnementale du pays, avec des filiales sur 3 continents et une valeur marchande de plusieurs milliards. À mesure que septembre avançait, le défilé de bienfaisance à l'hôtel de Soubise approchait, augmentant la pression sur Louise et son équipe. Gabriel devint une présence constante à l'atelier, apportant du café pour tous pendant les longues soirées de travail et offrant une perspective externe précieuse lorsque Louise se sentait incertaine à propos d'une pièce. « Cette couleur ne fonctionne pas », murmura Louise un soir, frustrée par une robe qui semblait résister à tous ses efforts. C'était la pièce finale de la collection, celle qui représentait l'apogée de la transformation, et rien ne semblait capturer l'essence qu'elle recherchait. « Peut-être parce que vous essayez de forcer quelque chose », suggéra Gabriel gentiment,
l'observant travailler. « Quelle a été votre première intuition pour cette pièce ?» Louise hésita. « J'ai pensé au rouge. Un rouge vibrant, presque incandescent. Mais cela semblait excessif. Pourquoi? Parce que elle fit une pause, réalisant la vérité en parlant. Parce que j'ai peur d'attirer trop l'attention, d'être jugée à nouveau. » Gabriel s'approcha, plaçant ses mains sur ses épaules tendues. « Le rouge est la couleur de la passion, de la vie, du sang qui pulse. Si votre intuition créative demande du rouge, c'est peut-être exactement ce dont cette collection a besoin pour sa conclusion. Un cri de vie après la traversée des ombres. » Cette nuit-là, Louise créa ce qui serait considéré comme son chef-d'œuvre, une robe de soie rouge avec des détails en or qui semblait capturer l'essence du feu, destructeur et purificateur, douloureux et régénérateur. 2 semaines avant le défilé, alors que Gabriel était en voyage d'affaires en Europe, Louise commença à ressentir une fatigue inhabituelle. Elle attribua ce malaise à la surcharge de travail et au stress de l'approche de l'événement. Mais quand les nausées matinales devinrent récurrentes, un soupçon commença à se former dans son esprit. « Tu penses que je pourrais être enceinte ?» demanda-t-elle à René dans un murmure, après avoir couru aux toilettes de l'atelier pour la 3e fois ce matin-là. « Eh bien, toi et Gabriel avez été assez proches, » répondit son ami avec un sourire suggestif. « Tu as fait un test ?» Louise secoua la tête, sentant une vague de panique. Elle et Gabriel étaient ensemble depuis moins de 3 mois. Bien que leur relation fût intense et significative, c'était encore trop récent pour une responsabilité aussi grande. Cet après-midi-là, pendant que l'équipe prenait une pause déjeuner, Louise courut jusqu'à une pharmacie proche et acheta 2 tests de grossesse différents. Les mains tremblantes, elle suivit les instructions dans la salle de bain de son appartement. Positif, les 2. La révélation la frappa comme une vague, apportant avec elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Peur, joie, anxiété, espoir, tout mélangé dans un cocktail d'hormones et de réalisations existentielles. Une vie grandissait en elle, un petit être conçu à un moment de sa propre reconstruction. Sa première réaction fut d'appeler Gabriel, mais quelque chose la retint. Il était au milieu de négociations importantes en Europe. Une nouvelle de cette importance par téléphone ne semblait pas appropriée. De plus, une partie d'elle, la partie encore marquée par le traumatisme de l'humiliation publique, craignait sa réaction. Et s'il ne voulait pas du bébé? Et si c'était trop pour une relation encore en formation? Pendant 3 jours, Louise garda le secret, partagé entre la peur et l'émerveillement de la nouvelle vie qu'elle portait. Au matin du 4e jour, alors qu'elle ajustait la robe rouge sur le mannequin, elle sentit des bras forts l'envelopper par derrière. « Surprise !» murmura Gabriel à son oreille. « Je suis revenu un jour plus tôt. » Louise se retourna, le cœur battant. En regardant dans ses yeux, les mots sortirent simplement « Je suis enceinte ». Il y eut un moment de silence absolu, comme si l'univers entier avait fait une pause pour enregistrer cette révélation. Le visage de Gabriel passa par une séquence rapide d'expressions, surprise, confusion et finalement, un sourire qui semblait illuminer tout l'atelier. « Un bébé ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Notre bébé ?» Louise acquiesça, des larmes s'échappant du coin de ses yeux. « Je sais que c'est tôt, que nous n'avions peut-être pas prévu cela, et je comprends si vous avez besoin de temps pour... » Gabriel l'interrompit avec un baiser profond, ses mains encadrant doucement son visage. « Louise Martin, je suis tombé amoureux de vous depuis notre premier café, » confessa-t-il quand ils se séparèrent. « Et maintenant vous me dites que vous portez notre enfant. Je ne peux pas imaginer de plus beau cadeau. » Sa réaction sincère, aimante, sans hésitation, fut comme un baume pour les insécurités de Louise. Pour la première fois, elle se permit de ressentir pleinement la joie de la grossesse, sans les ombres de la peur et du doute. Ce soir-là, après avoir partagé la nouvelle avec Camille, qui pleura de joie, et René, qui dit « je le savais », au moins 3 fois, Gabriel surprit Louise avec une demande inattendue. « Venez vivre avec moi », proposa-t-il, tandis qu'il dînait sur la terrasse de son appartement. Ou mieux encore, trouvons un nouvel endroit qui soit le nôtre depuis le début. « Vous êtes sûr ?» demanda Louise, s'habituant encore à la vitesse à laquelle la vie changeait. « Tout arrive si vite. Parfois dans la vie, nous reconnaissons instantanément un chemin que nous devons suivre, » répondit Gabriel, ses yeux transmettant une certitude inébranlable. « Depuis que je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez ce chemin pour moi. » Sa sincérité était désarmante. Louise pensa aux mois tumultueux qui avaient précédé son entrée dans sa vie, l'humiliation, l'isolement,
la lente reconstruction de son estime de soi. Comment était-il possible que, de la plus grande douleur qu'elle ait jamais ressentie, surgisse maintenant la plus grande joie? « Joie » répondit-elle finalement, sentant comme si elle fermait simultanément un cycle et en ouvrait un autre. « Construisons ce nouveau chapitre ensemble. » Tandis qu'ils discutaient des possibilités, un appartement plus grand à Saint-Germain, peut-être une maison à Neuilly, Louise sentit son téléphone vibrer. C'était une notification d'un magazine de mode annonçant qu'Édouard Valéry serait présent au défilé de bienfaisance de l'hôtel de Soubise, accompagnant sa nouvelle petite amie, un mannequin international. L'estomac de Louise se contracta. Malgré tout le bonheur qu'elle ressentait, la perspective de revoir Édouard, surtout lors d'un événement si important pour sa carrière, faisait ressurgir des insécurités qu'elle croyait avoir surmontées. « Qu'y a-t-il » demanda Gabriel, remarquant son changement d'expression. Louise lui montra la nouvelle, essayant de paraître indifférente. « Il semble que mon passé et mon présent vont se heurter plus tôt que je ne l'espérais. » Gabriel prit ses mains entre les siennes. « Vous n'avez rien à craindre, Louise. Ce que vous avez construit, votre carrière, votre force intérieure, notre famille qui ne fait que commencer, est réel et précieux. Rien de ce qu'Édouard dit ou fait ne peut diminuer cela. » Les paroles de Gabriel résonnaient avec vérité, mais pourtant, alors qu'elle se préparait à dormir cette nuit-là, Louise ne parvenait pas à écarter complètement l'appréhension. Le défilé, qui portait déjà le poids de représenter sa renaissance professionnelle, serait maintenant aussi la scène d'une confrontation avec l'homme qui avait tenté de détruire sa dignité. La main sur son ventre, encore plat, où une nouvelle vie commençait à se former, Louise fit une promesse silencieuse à son bébé. « Je vais te montrer ce que signifie être fort, mon amour. Je vais t'apprendre que notre valeur ne dépend jamais des paroles cruelles des autres. » La nouvelle de la grossesse de Louise se répandit rapidement dans le petit cercle de personnes proches d'elle. Camille s'installa pratiquement à l'atelier, partageant son temps entre aider aux finitions de la collection et tricoter de minuscules gilets pour son futur petit enfant. René assuma davantage de responsabilités administratives, protégeant Louise des longues journées de travail qui étaient auparavant routinières. Gabriel, quand il n'était pas en réunion, apparaissait avec des vitamines naturelles et des livres sur la grossesse saine. « Vous me traitez comme si j'étais faite de cristal », protesta Louise un après-midi, quand Gabriel insista pour qu'elle se repose, pendant que lui et l'équipe déchargeaient de lourds tissus. « Je suis enceinte, pas malade. Laissez-nous vous dorloter un peu, » répondit-il avec un sourire, embrassant son front. D'ailleurs, le médecin a recommandé d'éviter les efforts excessifs, surtout compte tenu du stress du défilé qui approche. La consultation avec l'obstétricien la semaine précédente avait confirmé une grossesse de près de 2 mois. Tout semblait bien se passer avec le bébé, mais le médecin avait exprimé son inquiétude concernant les niveaux de stress de Louise face à l'important événement professionnel qu'elle affrontait. « Votre tension est un peu élevée », le docteur Mathieu avait commenté, ajustant ses lunettes. « Je comprends que ce défilé est crucial pour votre carrière, mais essayez de déléguer davantage et de vous réserver des moments de repos absolus, plus facile à dire qu'à faire. À mesure que le jour du défilé approchait, chaque détail exigeait de l'attention. Derniers ajustements des pièces, coordination avec les mannequins, préparatifs pour la presse. Même avec toute l'aide, Louise travaillait souvent tard, dessinant, cousant, replanifiant. 3 jours avant l'événement, Thérèse apparut à l'atelier pour une réunion finale. En voyant l'état d'épuisement de Louise, elle fronça les sourcils. « Tu as l'air exténué », commenta-t-elle, directe comme toujours. « Gabriel m'a parlé du bébé. Félicitations, au fait. Mais tu dois prendre davantage soin de toi. »« Je vais bien », assura Louise, servant du thé pour toutes les deux. « J'ai juste besoin de m'assurer que tout soit parfait pour le défilé. » Thérèse but une gorgée de thé à la menthe et posa la tasse sur la table avec un mouvement délibéré. « Sais-tu pourquoi j'ai tant insisté pour que tu participes à cet événement ?» Louise haussa les épaules. « Parce que tu crois en mon travail ? » ?»« Oui, mais ce n'est pas seulement ça. » Thérèse se pencha en avant. « Parce que je reconnais en toi la même résilience que j'ai dû développer après qu'Édouard a tenté de me détruire professionnellement. » Cette révélation prit Louise par surprise. Thérèse n'avait jamais parlé ouvertement des raisons de la dissolution de son association avec Édouard. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, soudainement curieuse. Thérèse soupira, une lueur d'ancienne douleur traversant son regard habituellement résolu. « Édouard et moi étions associés dans l'entreprise d'événements. Nous l'avons construite à partir de rien, avec beaucoup de travail. Quand nous avons commencé à avoir du succès,
Il s'est mis à m'exclure progressivement des décisions importantes, à diminuer mes contributions lors des réunions avec les clients. Louise acquiesça, reconnaissant le schéma. Édouard avait fait quelque chose de similaire avec elle, minimisant ses succès professionnels à mesure que sa propre carrière grandissait. L'apogée fut quand il a essayé de m'éloigner d'un grand client, prétendant que je n'avais pas le profil adéquat pour gérer des comptes importants, poursuivit Thérèse. Quand je l'ai confronté, il m'a humilié devant toute l'équipe, disant que j'étais juste une secrétaire avec des prétentions qu'il avait élevées par charité. « C'est horrible », murmura Louise, ressentant une vague d'empathie. « Comment as-tu géré cela ?» Un sourire déterminé apparut sur les lèvres de Thérèse. Je l'ai poursuivi pour dommages moraux. J'ai prouvé ma compétence en reprenant certains des plus grands clients et j'ai monté ma propre entreprise qui aujourd'hui rapporte le triple de la sienne. Les deux femmes partagèrent un regard de compréhension mutuelle, la reconnaissance silencieuse d'une douleur partagée et de la force nécessaire pour la surmonter. C'est pourquoi ce défilé est si significatif, conclut Thérèse. Il ne s'agit pas seulement de mode ou de charité, il s'agit de femmes réclamant leur espace et leur valeur après avoir été diminuées. La conversation avec Thérèse apporta une nouvelle perspective et une détermination renouvelée à Louise. Dans les heures qui suivirent, elle révisa chaque détail de la collection avec un regard plus critique, non seulement comme une styliste cherchant la perfection esthétique, mais comme une femme ayant une déclaration à faire. La veille du défilé, après une longue journée de répétition à l'hôtel de Soubise, Louise retourna enfin à l'appartement qu'elle partageait désormais avec Gabriel dans le 6e arrondissement. Ils avaient trouvé un lieu spacieux, avec vue sur la Seine, que Gabriel avait acheté sans hésiter, malgré les protestations initiales de Louise concernant le prix. « Vous n'aviez vraiment pas besoin de faire cela », commenta-t-elle à nouveau tandis qu'il s'installait sur la vaste terrasse pour un dîner léger. « Nous aurions pu louer ou trouver quelque chose de plus modeste. » Gabriel sourit, servant de l'eau gazeuse dans d'élégantes flûtes. « Je voulais un endroit qui soit le nôtre, où nous pourrions élever notre enfant avec confort et sécurité. De plus, ajouta-t-il avec un éclat dans les yeux, croyez-moi, l'investissement en vaut la peine. Ce quartier ne fait que se valoriser. » Ce fut seulement à ce moment que Louise réalisa combien elle ignorait encore sur la véritable dimension de la fortune de Gabriel. Il vivait de manière relativement discrète, sans ostentation excessive, mais occasionnellement surgissaient des indices, comme l'achat comptant d'un appartement de luxe à Paris, qui révélait son véritable statut financier. « Gabriel, commença-t-elle hésitante, posant sa fourchette sur son assiette, combien valez-vous réellement ?» Il parut surpris par la question directe. « Pourquoi cela importe-t-il maintenant ?»« Parce que nous construisons une vie ensemble, attendant un enfant, » répondit-elle. « Et je réalise qu'il y a des aspects de votre vie qui sont encore un mystère pour moi. » Gabriel respira profondément, comme s'il pondérait combien révéler. « Mon entreprise a une valeur marchande estimée à quelques milliards. Personnellement, je suis considéré comme l'un des 50 Français les plus riches, selon la dernière liste de Forbes. » Louise eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Elle savait que Gabriel avait réussi, mais milliardaire? La disparité entre leurs réalités économiques semblait soudain un abîme infranchissable. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Parce que je ne voulais pas que cela définisse la façon dont vous me voyez, » répondit-il simplement. « J'ai grandi dans une famille de classe moyenne à Lyon, j'ai construit mon chemin avec du travail et quelques idées qui ont fonctionné. L'argent est juste une conséquence, pas mon identité. » Louise absorba l'information lentement, essayant de concilier l'homme simple et attentionné qu'elle connaissait avec la figure de pouvoir et d'influence qu'elle venait de découvrir. « Je ne suis pas avec vous pour votre talent de styliste ou pour la taille de votre atelier, » continua doucement Gabriel. « Je suis avec vous pour la personne que vous êtes. J'espérais que vous ressentiez la même chose à mon égard. » La sincérité dans ses paroles dissipa graduellement le choc initial de Louise. En réfléchissant, elle réalisa que la richesse de Gabriel, bien que surprenante dans son ampleur, ne changeait pas l'homme qu'elle avait appris à connaître et dont elle était tombée amoureuse. Quelqu'un de gentil, respectueux et profondément connecté à des valeurs qui transcendaient les possessions matérielles. « Pardonnez ma réaction, » dit-elle finalement. « C'est juste que parfois je me demande ce que vous avez vu en moi. Surtout après la vidéo l'humiliation. » Gabriel tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts aux siens.
J'ai vu une femme qui, même blessée, continuait à créer de la beauté. Quelqu'un qui transformait la douleur en art, qui ne se laissait pas définir par le jugement des autres. Comment ne pas tomber amoureux de cela? Ces paroles réchauffèrent à Louise de l'intérieur, éloignant temporairement l'anxiété concernant le défilé du lendemain. Ils terminèrent le dîner en discutant de plans pour la chambre du bébé et de noms possibles, évitant délibérément le sujet qui planait comme un nuage à l'horizon, l'inévitable rencontre avec Édouard. Plus tard, tandis que Gabrielle prenait sa douche, Louise reçut un message inattendu. C'était Marion, l'un des mannequins qui défilerait avec sa collection le lendemain, et aussi une ancienne amie de longue date qui s'était éloignée après l'incident au Palais Royal. « Louise, je dois te dire quelque chose. Édouard prévoit d'assister au défilé avec Clara Vidal et quelques autres personnes juste pour te provoquer. Je les ai entendus en parler aujourd'hui lors de la séance photo pour Vogue. Je suis désolé de m'être éloigné quand tu en avais besoin. J'espère que nous pourrons parler demain. » Le cœur de Louise s'accéléra en relisant le message. Clara Vidal était un mannequin international français, connu tant pour sa beauté que pour son tempérament difficile. L'idée qu'Édouard apparaisse délibérément pour la perturber, possiblement créer une scène embarrassante, lui retourna l'estomac. Quand Gabrielle sortit de la douche, il la trouva assise au bord du lit, pâle et le téléphone encore à la main. « Que s'est-il passé » demanda-t-il immédiatement inquiet. Louise lui montra le message, sentant l'anxiété croître à nouveau. Et s'il essaie de ruiner le défilé, s'il crée une scène comme au Palais Royal? Gabrielle s'assit à côté d'elle, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. Il ne va rien ruiner. Thérèse a déjà prévu cette possibilité et a renforcé la sécurité. De plus, ajouta-t-il avec un léger sourire, vous n'êtes plus la même personne qui l'a humiliée il y a quelques mois. Vous êtes plus forte maintenant, plus sûre de votre valeur. Et si je me fige, si toute la confiance que j'ai construite s'effondre quand je le verrai, alors je serai là pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, promit Gabrielle, embrassant son front. Mais cela n'arrivera pas. Savez-vous pourquoi? Parce que vous portez en vous non seulement notre enfant, mais aussi une force qu'Édouard ne comprendra jamais, la capacité de transformer la douleur en beauté. Les paroles de Gabrielle apaisèrent momentanément les craintes de Louise, mais cette nuit-là, son sommeil fut agité par des rêves inquiétants. Dans l'un d'eux particulièrement vivace, elle marchait sur le podium du défilé vêtue de la robe rouge, quand Édouard se levait dans le public et commençait à crier « Fille des rues » de façon répétée, étant progressivement rejoint par tous les présents. Elle se réveilla en sursaut à 4 heures du matin, le cœur battant et la chemise de nuit humide de sueur. À ses côtés, Gabrielle dormait profondément. Au lieu d'essayer de se rendormir, Louise se leva silencieusement et se rendit dans le salon, où les dessins finaux de sa collection étaient éparpillés sur la table. Sous la douce lumière de la lampe, elle examina chaque pièce, se rappelant la signification et le parcours émotionnel que chacune représentait. La robe noire qui symbolisait l'abîme initial de l'humiliation, l'ensemble gris qui représentait les jours d'isolement, le blazer bleu pétrole qui marquait le début de la récupération, et, finalement, la robe rouge qui déclarait renaissance et pouvoir reconquis. « Ce n'est pas à propos de lui, » murmura-t-elle pour elle-même, caressant distraitement son ventre. « C'est à propos de nous. » De recommencer. Quand le soleil se leva, baignant l'appartement de lumière dorée, Louise avait retrouvé sa détermination. Quelle que soit l'intention d'Édouard en assistant au défilé, elle ne lui permettrait pas de lui voler à nouveau son moment. Cette fois, ce serait elle qui dicterait les termes de la rencontre. L'hôtel de Soubise, une élégante construction historique au cœur de Paris, transformée en centre culturel, pulsait d'énergie le soir du défilé. Les jardins extérieurs avaient été décorés de lumières douces et de sculptures contemporaines, créant un contraste harmonieux entre le classique et le moderne. Une métaphore visuelle pour le thème de l'événement. Renaissance. Dans les coulisses, installées dans le vaste salon arrière, le chaos organisé typique des grands défilés prenait forme. Des mannequins à différents stades de préparation circulaient entre les cabines de maquillage et les vestiaires improvisés. Des assistants couraient avec des tablettes, coordonnant les derniers détails. Des stylistes ajustaient nerveusement leur création. Louise, dans un coin plus réservé, supervisait les ajustements finaux de sa collection, vérifiant chaque couture, chaque détail. La robe rouge, la pièce finale et la plus emblématique, était soigneusement protégée sur un cintre séparé, couverte d'un tissu noir. « Comment vous sentez-vous » demanda Thérèse, s'approchant avec 2 coupes, une de champagne pour elle,
l'autre d'eau gazeuse pour Louise. Anxieuse, déterminée, terrifiée, répondit Louise avec un sourire nerveux, acceptant la coupe. Tout à la fois. Thérèse acquiesça avec compréhension. Il est arrivé, informa-t-elle à voix basse. Édouard est au 3e rang côté droit, avec Clara Vidal et quelques amis du circuit social. Ils sont tous visiblement déjà ivres. Le cœur de Louise manqua un battement. Même en sachant qu'il viendrait, la confirmation de sa présence envoya une vague de nausées qu'elle s'efforça de contrôler. « Gabriel est également arrivé », continua Thérèse, remarquant la pâleur de Louise. « Il est au 1er rang, discutant avec quelques investisseurs de l'Institut. Il semble extraordinairement élégant ce soir, je dois dire. » La mention de Gabriel amena un sourire sincère aux lèvres de Louise. Elle l'avait vu brièvement le matin, avant qu'il ne parte pour quelques réunions, promettant de la retrouver à l'événement. Durant les heures chaotiques de préparation qui avaient suivi, ils n'avaient pas pu se parler à nouveau. Désolé d'interrompre, s'approcha René, l'air préoccupé. Nous avons un problème avec la robe bleue. Le mannequin fait une allergie au tissu. Quoi? Louise sentit la panique monter. La robe bleue était une pièce clé de la collection, représentant le moment charnière de son parcours émotionnel. Combien de temps reste-t-il avant le début? 40 minutes, répondit René, consultant sa montre. Je peux défiler avec cette pièce, proposa Marion, le mannequin qui avait envoyé le message concernant Édouard la veille. Elle passait quand elle entendit la conversation. J'ai les mêmes mensurations que Juliette, et je n'ai pas de problème avec ce type de tissu. Louise hésita. Marion s'était éloignée après l'incident au Palais Royal, une absence qui l'avait profondément blessée dans ce moment de vulnérabilité. Cependant, son geste d'alerte concernant les intentions d'Édouard démontrait une tentative de réconciliation. « Ce serait parfait », accepta finalement Louise. « Merci, Marion. » Tandis que René emmenait Marion essayer la robe, Thérèse se pencha vers Louise. « Êtes-vous sûre de ce que vous prévoyez de faire? Il est encore temps de changer d'avis. » Louise respira profondément, sa main se posant inconsciemment sur son ventre encore plat. « Je suis sûre, je ne veux plus de secrets, ni de honte. Cette soirée concerne la reconquête de mon histoire. » Thérèse serra son épaule en un geste de soutien silencieux avant de s'éloigner pour superviser d'autres aspects de l'événement. Les minutes suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. Louise vérifia chaque mannequin, chaque accessoire, chaque détail des pièces qui défileraient bientôt sur le podium. Quand l'annonce 5 minutes avant le début retentit dans les haut-parleurs, elle s'accorda enfin un moment de calme. Se réfugiant dans un petit débarras transformé en espace de repos, Louise ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, essayant de calmer son cœur qui battait rapidement. Elle se rappela le conseil que sa mère répétait toujours dans les moments de stress. « Respire profondément et souviens-toi de qui tu es, pas de ce que les autres disent que tu es. » Un léger coup à la porte interrompit sa méditation. C'était Gabriel, élégant dans un costume bleu marine qui mettait en valeur ses yeux, portant un petit bouquet de lys jaune, les fleurs préférées de Louise. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'un moment de paix avant la tempête, » dit-il avec un doux sourire, lui tendant les fleurs. Louise accepta le bouquet, ressentant une vague de gratitude pour cet homme qui semblait toujours savoir exactement ce dont elle avait besoin. « Il est ici, » murmura-t-elle, la nervosité évidente dans sa voix. « Je sais, » répondit Gabriel, tenant ses mains. « Et il n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous avez créé, l'artiste que vous êtes, la femme incroyable qui porte notre enfant. Et s'il tente quelque chose, s'il crée une scène, alors il ne fera qu'exposer sa propre mesquinerie, » assura Gabriel. De plus, Thérèse a des agents de sécurité positionnés stratégiquement. Tout comportement inapproprié, et il sera poliment escorté dehors. Une annonce dans les haut-parleurs indiqua que le défilé commencerait dans 2 minutes. Gabriel embrassa doucement Louise sur les lèvres. « Je vais rejoindre ma place. Vous allez briller ce soir, j'en suis certain. » Après le départ de Gabriel, Louise fit les dernières retouches à son apparence, ajustant la robe noire simple qu'elle portait. En tant que créatrice, elle n'apparaîtrait qu'à la fin du défilé, après la présentation de toute sa collection. Et elle avait un plan très spécifique pour ce moment. À 8 heures précises, les lumières de la salle principale diminuèrent, et les accords d'une composition originale, créée spécialement pour le défilé, commencèrent à retentir. La voix de Thérèse résonna dans les haut-parleurs, présentant l'événement et sa cause. Le soutien psychologique et juridique aux femmes confrontées à des relations abusives.
Depuis les coulisses, Louise observa tandis que le premier mannequin entrait sur le podium, portant la robe noire qui ouvrait sa collection. Une pièce austère, presque oppressante, symbolisant le moment de l'humiliation. Peu à peu, à mesure que chaque nouvelle création était présentée, une narration visuelle se déployait, des ténèbres à la lumière, de l'oppression à la liberté, de la honte à la fierté reconquise. La réaction du public était palpable, soupirs d'admiration, applaudissements spontanés pour des pièces particulièrement saisissantes. Louise gardait les yeux fixés sur les mannequins, évitant délibérément de regarder vers la zone où Édouard était assis. C'était son moment, et elle ne permettrait pas que sa présence la déstabilise. Quand Marion entra portant la robe bleue, qui avait été rapidement ajustée à ses mensurations, Louise sentit un nœud dans la gorge. La pièce, inspirée de l'océan profond avec ses couches de tissu fluide, représentait le moment où elle avait recommencé à respirer après des semaines noyées dans la douleur. C'était aussi, non par hasard, la couleur que Louise portait le jour où elle avait rencontré Gabriel en personne. Au fur et à mesure que le défilé avançait, Louise sentait un calme surprenant remplacer progressivement l'anxiété. Chaque pièce présentée était un morceau de son parcours émotionnel, et les voir prendre vie, être reconnus et admirés avait un effet cathartique. Finalement vint le moment de la pièce finale, la robe rouge. Comme convenu, les lumières s'éteignirent complètement, créant un moment d'attente. Quand elles se rallumèrent, elles illuminèrent Amélie, le mannequin le plus expérimenté de la soirée, portant la création qui incarnait toute la signification de la collection. Renaissance, passion, vie pulsante. La robe, avec son rouge vibrant et ses détails en fil doré qui captaient et réfléchissaient à la lumière, semblait réellement être en flammes, tandis qu'Amélie parcourait le podium avec des pas précis et une attitude impériale. La réaction fut immédiate. Applaudissements spontanés, exclamations d'admiration. Au premier rang, Gabriel souriait, avec une fierté évidente. Louise s'autorisa enfin un regard en direction d'Édouard. Il était assis rigidement, le visage un masque d'indifférence forcée, tandis que Clara Vidal, à ses côtés, applaudissait poliment. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et Louise vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais espéré voir dans ses yeux. Une ombre de regret, rapidement masquée par son arrogance habituelle. Quand toutes les pièces eurent défilé et que les mannequins revinrent pour la présentation finale, arriva le moment que Louise avait tant anticipé que redouté, son entrée en tant que créatrice de la collection. Dans les coulisses, elle retira rapidement la robe noire qu'elle portait, révélant en dessous une version modifiée de la robe rouge, adaptée pour accommoder confortablement sa grossesse encore discrète. René l'aida pour les derniers ajustements et lui remit un petit objet enveloppé de velours. « Tu es sûre ?» demanda l'assistante, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Louise acquiesça, déterminée. « Absolument. » Quand Thérèse annonça son nom, Louise marcha vers le podium d'un pas ferme, la robe rouge émettant puissance et confiance. Les applaudissements furent assourdissants, une ovation debout qui la prit par surprise. Elle vit Gabriel au premier rang, ses yeux brillants de ce qui semblait être des larmes contenues. Au lieu de faire la traditionnelle marche rapide et de retourner en coulisses, Louise s'arrêta au centre du podium. Comme convenu avec Thérèse, un microphone lui fut apporté. « Bonsoir !» Sa voix résonna claire et ferme. « Je remercie profondément chacun d'entre vous pour votre présence à cet événement si significatif pour l'Institut de soutien aux femmes. » Elle fit une pause, respirant profondément. « La collection que j'ai présentée ce soir raconte une histoire, mon histoire. Un parcours de l'humiliation à la rédemption, des ombres à la lumière. Chaque pièce représente un chapitre de ce processus de reconstruction. » La salle était dans un silence complet, toute l'attention tournée vers elle. « Il y a quelques mois, j'ai été publiquement humiliée, qualifiée de fille des rues par quelqu'un qui prétendait m'aimer. » Sa voix trembla légèrement, mais elle continua. « Ces paroles cruelles ont failli me détruire. Elles ont presque réussi à me faire croire que j'étais moins que ce que je suis. » Ses yeux évitèrent délibérément la direction d'Édouard, se concentrant plutôt sur Gabriel, qui l'observait avec une admiration inébranlable. Mais j'ai découvert que nous sommes plus que les mots que d'autres utilisent pour nous définir. Nous sommes les histoires que nous choisissons de raconter sur nous-mêmes, les pièces que nous créons, l'amour que nous donnons et recevons. Louise ouvrit le petit paquet de velours, révélant un délicat pendentif en forme de cœur. Ceci fut le premier cadeau que j'ai reçu de ma mère quand j'ai ouvert mon atelier.
Elle a dit qu'il représentait non seulement son amour pour moi, mais aussi l'amour que je devrais avoir pour moi-même et pour mon travail. Plaçant le pendentif autour de son cou, Louise poursuivit. Aujourd'hui, je le porte non seulement comme symbole de cet amour, mais aussi comme annonce d'une nouvelle vie qui fleurit en moi. Un murmure parcourut la salle, tandis que l'implication de ses paroles devenait claire. « Oui, je suis enceinte », confirma-t-elle avec un sourire radieux. « Et ce bébé conçu dans un moment de renaissance dans ma vie m'enseigne quotidiennement qu'il n'existe pas de reste quand il s'agit d'êtres humains. Il n'existe que de nouveaux départs, de nouvelles opportunités de grandir et de s'épanouir. » Les yeux de Louise rencontrèrent finalement ceux d'Édouard dans l'assistance. Il semblait paralysé, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. « À tous ceux qui ont été diminués, humiliés ou amenés à se sentir insuffisants, » continua Louise, détournant son regard d'Édouard et balayant toute l'assistance. « Souvenez-vous, le jugement des autres ne définit pas votre valeur. Et parfois, ce qui semble être la fin n'est que la douloureuse naissance de quelque chose de beau et d'inattendu. » Quand elle termina de parler, la salle explosa en applaudissements. Gabriel fut le premier à se lever, suivi rapidement par Thérèse et progressivement par toute l'assistance. Même Clara Vidal, à côté d'un Édouard visiblement mal à l'aise, applaudissait avec enthousiasme. Louise absorba ce moment. Non seulement la validation professionnelle, mais la sensation d'avoir enfin réclamé sa propre histoire, d'avoir transformé une expérience traumatisante en une déclaration de force et de renouveau. Tandis que les lumières commençaient à s'éteindre, signalant la fin du défilé, elle aperçut un mouvement. Édouard se levant brusquement, murmurant quelque chose à Clara et se dirigeant rapidement vers la sortie latérale. Son visage, que Louise entrevit brièvement, ne montrait ni colère ni dédain, mais quelque chose de plus complexe, comme si un masque était tombé, révélant la vulnérabilité d'un homme forcé de confronter les conséquences de ses propres actions cruelles. Dans les coulisses, Louise fut accueillie par des embrassades et des félicitations. Thérèse était radieuse, déclarant que la collection ferait certainement la couverture des principales revues de mode le mois suivant. René ne pouvait contenir ses larmes de fierté. Marion s'approcha timidement, demandant un moment pour une conversation sincère, une opportunité de réparation. Mais la seule personne que Louise voulait vraiment voir à ce moment-là était Gabriel. Et comme conjuré par son désir, il apparut à la porte de l'espace réservé, les yeux brillants d'admiration et d'amour. « Vous avez été extraordinaire », dit-il simplement, ouvrant les bras. Louise marcha directement vers cette étreinte, se sentant enfin chez elle, non seulement dans ses bras mais aussi dans sa propre peau, réconciliée avec son histoire et habilitée à écrire les prochains chapitres. Le succès du défilé à l'hôtel de Soubise dépassa toutes les attentes de Louise. Le lendemain matin, tandis qu'elle et Gabriel prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée de leur appartement, les notifications ne cessaient d'arriver sur son téléphone. Tous les principaux magazines et portails de mode soulignaient non seulement la qualité artistique de sa collection, mais aussi le puissant discours sur la résilience et le renouveau. « Je crois que vous êtes devenu un symbole national du jour au lendemain », commenta Gabriel, étalant de la confiture d'abricot sur une tartine. Regardez les commentaires sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Je ne suis passe rien » figure parmi les sujets les plus commentés depuis hier. Louise regarda l'écran de la tablette qu'il lui tendait, voyant des centaines de messages de femmes partageant leurs propres histoires de dépassement, beaucoup inspirées par son exemple. La vague de solidarité et d'identification était écrasante. « C'est étrange », réfléchit-elle, caressant distraitement son ventre. « J'ai passé des semaines à me cacher, terrifiée à l'idée que tous me voient comme la styliste humiliée de la vidéo. Et maintenant, soudainement, cette même humiliation s'est transformée en une plateforme pour quelque chose de plus grand que moi. » Gabriel sourit, tendant la main par-dessus la table pour entrelacer ses doigts aux siens. C'est le pouvoir de la vulnérabilité authentique. Quand vous partagez votre douleur sans victimisation, quand vous montrez comment vous l'avez transformée en force, cela résonne profondément. Tandis qu'ils savouraient leur petit déjeuner, discutant des répercussions de l'événement et des plans pour la journée, la sonnette retentit. C'était un livreur avec un immense arrangement d'orchidées blanches, les fleurs préférées de la mère de Louise. La carte jointe disait simplement « Camille avait raison à votre sujet. Félicitations pour votre succès. EV. » Louise resta paralysée, reconnaissant immédiatement les initiales d'Édouard Valéry. Gabriel, observant sa réaction, prit délicatement la carte.
Il semble que votre ex-compagnon ait finalement compris le message, commenta-t-il, sans manifester de jalousie ou d'inconfort. Voulez-vous que je refuse l'arrangement? Louise réfléchit un moment, étudiant les délicates fleurs. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce geste, non pas une demande de réconciliation, mais une reconnaissance tardive de sa valeur. Édouard n'admettrait probablement jamais explicitement son erreur, mais cet arrangement était ce qui se rapprochait le plus d'excuses de sa part. Non, décida-t-elle finalement, gardons-le. Non pas comme souvenir de lui, mais comme un jalon de la clôture de ce chapitre. Gabriel acquiesça, compréhensif. En parlant de nouveaux chapitres, commenta-t-il, tout en aidant à placer les fleurs dans un vase, j'ai une proposition pour vous. Dans les mois qui suivirent le défilé, la vie de Louise se transforma complètement. Son atelier, autrefois une opération modeste, devint l'un des plus demandés du pays. Des invitations pour des semaines de mode internationale commencèrent à arriver, ainsi que des propositions de collaboration avec de grandes marques. La collection Renaissance fut sous licence pour une production limitée par un célèbre grand magasin, rendant ses créations accessibles à un public plus large. Au milieu de ce tourbillon professionnel, sa grossesse progressait. Ce fut lors d'une consultation de routine au 4e mois qu'elle et Gabriel reçurent une surprise qui multiplierait leur joie. « Félicitations !» annonça le docteur Mathieu, pointant vers l'écran de l'échographie. « Ce sont 2 cœurs qui battent là-dedans. Vous attendez des jumeaux. » Gabriel, qui tenait fermement la main de Louise pendant l'examen, pâlit visiblement avant d'ouvrir un sourire si large qu'il semblait impossible qu'il tienne sur son visage. « 2 bébés ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Vous êtes sûr, docteur ?»« Absolument, » confirma le médecin avec un sourire. « 2 garçons, identiques d'après ce que je peux voir. Ils partagent le même placenta. » La nouvelle des jumeaux rendit encore plus urgente la proposition que Gabriel avait mentionnée ce matin après le défilé, la création d'une fondation dédiée aux femmes entrepreneurs en situation de vulnérabilité. « Pensez-y comme à un incubateur social », avait-il expliqué en montrant le projet préliminaire. « Nous offrirons non seulement du capital d'amorçage, mais aussi du mentorat, un espace physique et un réseau de soutien pour les femmes qui ont affronté l'adversité et veulent reconstruire leur vie par l'entrepreneuriat. » L'idée avait immédiatement capté le cœur de Louise. Dans les semaines suivantes, tandis que son ventre s'arrondissait abritant les jumeaux, elle plongea dans le développement du projet, avec la même passion qu'elle consacrait à ses créations de mode. « Je veux que vous soyez plus qu'une ambassadrice », suggéra Gabriel lors d'une réunion avec avocats et consultants. « J'aimerais que vous soyez ma partenaire égale dans cette entreprise. » La proposition prit Louise par surprise. « Gabriel, vous investissez des millions dans cette fondation. Je n'ai pas les moyens d'égaler cet apport financier. Vous apportez quelque chose d'également précieux, votre expérience vécue, votre vision créative, votre capacité à vous connecter authentiquement avec ces femmes, répondit-il. De plus, après le succès de votre dernière collection, vous n'êtes pas exactement sans ressources. C'était vrai. Le succès commercial après le défilé avait considérablement transformé la situation financière de Louise. Néanmoins, il y avait une disparité énorme entre son confort nouvellement acquis et la fortune milliardaire de Gabriel. « Je ne veux pas que vous pensiez que j'essaie de vous acheter d'une quelconque façon, » poursuivit Gabriel, percevant son hésitation. « Cette fondation serait un projet conjoint, avec des décisions partagées équitablement, chacun contribuant avec ses forces. » Après de longues conversations avec sa mère, avec René et avec Thérèse, qui était devenue une amie proche et conseillère, Louise accepta finalement la proposition. La fondation Nouveau Départ fut officiellement enregistrée alors qu'elle était à 6 mois de grossesse, avec des plans pour commencer les opérations peu après la naissance des jumeaux. Le siège serait installé dans un ancien hôtel particulier dans le Marais, soigneusement restauré pour conserver son charme historique tout en offrant toutes les facilités modernes. Le premier étage abriterait un espace de coworking, des salles de réunion et une petite boutique concept pour les produits développés par les participantes. Au deuxième étage, il y aurait des salles de classe pour des ateliers et des cours. La mansarde, avec sa vue privilégiée sur Paris, serait transformée en bureau partagé de Louise et Gabriel. « Je n'aurais jamais imaginé être impliqué dans quelque chose comme cela », commenta Louise avec Thérèse, lors d'une visite des travaux de rénovation. « Quand j'ai rencontré Édouard, je pensais qu'être aux côtés d'un homme accompli
signifiait essentiellement être un accessoire décoratif pour son image. Avec Gabriel, je sens que nous construisons réellement quelque chose ensemble, comme égaux. Thérèse sourit, observant l'éclat dans les yeux de son amie. Parfois, nous devons connaître le pire pour reconnaître le meilleur quand il apparaît. Peut-être d'une manière étrange, devrais-tu remercier Édouard. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, rit Louise. Mais tu as raison. S'il ne m'avait pas humilié de cette façon, j'aurais pu rester piégé dans une relation médiocre beaucoup plus longtemps. Je n'aurais jamais rencontré Gabriel, je n'attendrai pas mes fils, et je ne participerai pas à ce projet. Le ventre de 7 mois limitait considérablement les mouvements de Louise, mais elle tenait à suivre personnellement chaque étape du développement de la fondation. Tout en s'occupant de ce nouveau projet, elle continuait à gérer son atelier, désormais avec une équipe élargie et sous la supervision quotidienne de Renée, qui avait été promue directrice créative associée. Gabriel, de son côté, réorganisa complètement son agenda professionnel pour être plus présent durant la grossesse. Il transféra temporairement le siège principal de son entreprise à Paris, délégua des responsabilités à ses dirigeants de confiance et réduisit drastiquement ses voyages internationaux. « Je ne t'ai jamais vu aussi heureux », commenta Antoine, son associé de longue date et ami proche lors d'un dîner chez eux. « Le marché des entreprises ne te donne pas la même lueur dans les yeux que je vois quand tu parles de Louise, des bébés ou de la fondation. C'est parce que j'ai enfin trouvé un but au-delà du succès, répondit simplement Gabriel. Construire un empire vaut peu si nous n'avons personne avec qui le partager. À mesure que la date prévue pour l'accouchement approchait, le couple décida de faire une pause dans leurs multiples projets pour se concentrer sur les préparatifs finaux. La chambre des jumeaux, décorée en tons de vert d'eau et gris clair, était prête, équipée de 2 berceaux artisanaux et d'un fauteuil d'allaitement spécialement conçu pour le confort de Louise. Ce fut durant cette période plus tranquille qu'elle reçut un message inattendu de Marion, le mannequin qui avait remplacé au pied levé lors du défilé et qui depuis tentait de reconstruire l'amitié qu'elles avaient partagée avant l'incident avec Édouard. « Lou, je sais que nous commençons juste à renouer, mais je dois te dire quelque chose. Édouard est hospitalisé. Il a fait une dépression nerveuse après le défilé et suit un traitement psychiatrique intensif. Clara l'a quitté et, d'après ce que j'ai entendu, il regrette vraiment tout ce qu'il a fait. Je ne le défends pas, je pensais juste que tu devrais savoir. » La nouvelle provoqua une réaction complexe chez Louise. Il n'y avait pas de joie face à la situation difficile d'Édouard, ni de désir de vengeance satisfait, juste une étrange sensation de clôture, comme si le cycle karmique avait complété son cours naturel. Quand elle partagea le message avec Gabriel, il l'étreignit en silence pendant un long moment. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il finalement. « En paix » répondit-elle, se surprenant elle-même par la sincérité de cette constatation. « Je ne lui souhaite pas de mal. En fait, j'espère qu'il trouvera de l'aide et réussira à se réconcilier avec lui-même. Tout le monde mérite une chance de renaître. » Gabriel embrassa son front avec tendresse. « C'est pour cela que je vous aime tant. Votre capacité de compassion, même après tout ce que vous avez traversé, est extraordinaire. » 2 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, alors que Louise et Gabriel finalisaient les derniers détails du lancement officiel de la Fondation Nouveau Départ, elle ressentit les premières contractions. Ce furent des heures de travail, avec Gabriel à ses côtés à chaque instant, jusqu'à ce que finalement les jumeaux viennent au monde, Michel et Raphaël, nés à seulement 2 minutes d'intervalle, tous deux avec les yeux intensément bleus de leur père et le menton déterminé de leur mère. « Ils sont parfaits », murmura Gabriel, des larmes coulant librement sur son visage tandis qu'il tenait Michel dans son bras droit et Raphaël dans le gauche. « Absolument parfait. » Louise observait la scène, le cœur débordant d'amour, pour ses fils, pour Gabriel, pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. En un peu plus d'1 an, son existence s'était complètement transformée, de l'humiliation la plus profonde à la joie la plus transcendante. 3 mois après la naissance des jumeaux, la Fondation Nouveau Départ fut officiellement inaugurée lors d'un événement intimiste qui réunit des femmes de diverses régions du pays. Parmi les participantes du premier cycle de soutien se trouvait Julie, une jeune mère célibataire de la banlieue lyonnaise, qui avait affronté la violence domestique et rêvait maintenant de créer une marque de produits pour enfants écologiques. « Votre histoire m'a inspiré à ne pas abandonner », dit-elle à Louise pendant la cérémonie d'ouverture. « Quand je vous ai vu lors de ce défilé, parlant de transformer la douleur en force,
Quelque chose a changé en moi. Si vous avez pu renaître après avoir été humilié publiquement, je peux aussi recommencer après ce que j'ai vécu. » Ces paroles touchèrent Louise profondément, confirmant que le cycle de guérison et d'autonomisation qu'elle avait expérimenté pouvait réellement s'étendre, affectant d'autres femmes dans des situations similaires. Par un après-midi tranquille, 6 mois après la naissance des jumeaux, Louise s'assit sur la terrasse de l'appartement à Saint-Germain, observant Gabriel jouer avec les bébés sur un tapis coloré dans le salon. Michel et Raphaël, maintenant avec des sourires faciles et des personnalités distinctes commençant à se manifester, étaient le centre gravitationnel de leur vie. Tandis qu'elle contemplait cette scène domestique, Louise réfléchit au parcours extraordinaire qui l'avait amenée jusque-là. Les paroles cruelles, qui un jour avaient menacé de la détruire, fille des rues, semblaient maintenant appartenir à une autre vie, une autre personne. Gabriel leva les yeux, captant son regard contemplatif, et sourit, ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur, même après tous ces mois. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, se levant avec Raphaël dans les bras, tandis que Michel explorait joyeusement un hochet coloré. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle, tendant les bras pour recevoir son fils. « Ah, comment les pires expériences ouvrent parfois la voie aux meilleures » Gabriel s'assit à côté d'elle, installant Michel sur ses genoux. « Savez-vous ce que j'admire le plus chez vous? Votre capacité à transformer la douleur en beauté. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez fleuri. » Louise embrassa la petite tête parfumée de Raphaël, ressentant cette vague familière d'amour intense que la maternité avait apportée. « Je pense que nous avons tous cette capacité, si nous recevons le bon soutien au bon moment. » Tandis que le soleil commençait à se coucher sur la Seine, peignant le ciel de tons orangés et roses, Louise ressentit une profonde sensation d'accomplissement. Le chemin avait été tortueux, avec des moments de désespoir qui semblaient insurmontables, mais chaque pas l'avait conduite exactement là où elle devait être. Fille des rues, les mots qui un jour l'avaient fait se sentir moins que rien, n'avaient plus de pouvoir sur elle. Parce que Louise avait découvert la vérité la plus libératrice de toutes. Aucun être humain n'est un reste. Nous sommes tous d'éternels commencements, de constantes possibilités de renaissance et de transformation.